Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire avec comme pour sujet le confort urinaire. Vous voyez, je fais des vers. Avant tout, je vais commencer par vous faire travailler et par rapport à ce sujet, j'aimerais avoir votre ressenti, voilà, savoir comment vous, à l'officine, vous vivez ce conseil donc sur ce sujet-là. Donc je vais vous faire apparaître un tableau auquel je vous laisserai répondre, choisir la réponse qui vous semble pour vous la plus adaptée. Donc est-ce que le conseil autour du confort urinaire est pour vous chose aisée ou alors est-ce que pour vous ça n'est peut-être pas si évident que ça? Donc je vous laisse répondre à ces questions. Et donc j'attends que vous m'ayez plus possible répondu. Donc là, j'ai quelques réponses. Bon, pour l'ensemble des personnes interrogées, c'est plutôt de oui, c'est un conseil qui vous semble sans grande difficulté. Bon, parfait. Alors pour ce sujet, eh bien, voici le plan que je vous propose. Donc d'abord une présentation rapide du système urinaire et puis, bien, on parle de cystite. Donc on verra ce que le terme cystite englobe. Nous verrons aussi ensuite, eh bien, les outils en officine, les plantes que l'on peut utiliser, qui vont pouvoir, être le support de notre conseil et ensuite, eh bien, nous passerons au cas comptoir. Le système urinaire, donc voici un schéma simple. Les reins qui appartiennent à la famille des émonctoires, donc dont le rôle en partie est de participer à l'élimination des déchets de l'organisme, donc vont collecter l'urine qui va cheminer le long des uretères pour aboutir à la vessie, lieu de stockage en attendant la miction. Les cystites. Pour ce chapitre, nous verrons donc qu'il existe différents types de cystites et puis ensuite nous verrons ensemble comment sont prises en charge actuellement les cystites avec germe, donc un type de cystite particulier, donc d'une façon générale, hein. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons, nous, à l'officine, comment on peut organiser notre conseil. Alors la cystite, d'abord une définition. It, inflammation, hein, donc cystite, c'est l'inflammation aiguë de la vessie. Donc cette inflammation aiguë de la vessie peut être causée par la présence de bactéries. Donc c'est ça qu'on va concerner les cystites avec germes. Donc des bactéries qui proviennent du système digestif, donc qui vont emprunter la voie, le rectum, et puis ensuite donc pouvoir coloniser la vessie. Donc ces cystites, lorsque, ces germes, ces bactéries ont colonisé massivement la vessie, eh bien, en fait, vont provoquer la cystite aiguë, donc un épisode avec des symptômes qui sont, souvent, toujours les mêmes, hein. Donc un ténesme pelvien, donc une pesanteur au niveau du bas-ventre, des envies fréquentes et pressantes d'uriner, des envies fréquentes et pressantes d'uriner avec très peu, finalement, une miction très peu abondante, donc c'est ce qu'on appelle la pollakiurie, et puis aussi, possibilité de sensation de brûlure à la miction. Donc ça, c'est ces symptômes qui vous sont décrits, hein, par les personnes qui sont victimes de ces bactéries et donc cette cystite aiguë, qui peut aussi être un phénomène récurrent chez certaines personnes et donc quand, il y a plus de 4 épisodes par an, eh bien, on va parler de cystite récidivante. Alors vous avez remarqué au comptoir que c'est souvent les femmes qui viennent se plaindre de tels symptômes. Alors, pour quelles raisons? Des raisons simples d'anatomie. Donc sur ce schéma, vous avez à gauche donc l'appareil urinaire féminin,
à droite l'appareil urinaire masculin. Donc l'urètre, hein, qui est ce canal qui va permettre l'évacuation de l'urine de la vessie, en fait, est plus court chez la femme, hein, il fait à peu près 4 centimètres. Chez l'homme, il est plus long, il fait environ 20 centimètres. Donc déjà, première différence anatomique qui explique que les bactéries chez la femme ont moins de chemin à parcourir pour pouvoir coloniser cette vessie. Et puis un deuxième détail anatomique que l'on ne voit pas ici sur ces schémas, c'est qu'en fait, je vous ai expliqué, les bactéries qui proviennent donc du système digestif, en fait, prennent le rectum et puis ensuite colonisent la vessie. Donc en fait, la distance entre le rectum, l'anus et l'urètre, la sortie de l'urètre, chez la femme est plus courte que chez l'homme. Donc vous voyez, ces deux détails anatomiques, en fait, expliquent pourquoi nous avons ce phénomène qui est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Je vous ai évoqué les cystites avec germes, mais il existe aussi des cystites sans germes. Ces cystites sont donc cette inflammation n'est donc cette fois-ci pas due à la présence de bactéries, mais est due à une fragilité de la paroi de la vessie, hein, qui donc change de structure, n'assure plus une protection comme pour une paroi qui est saine, et donc va occasionner donc des spasmes et un inconfort. Alors, ce problème n'est pas toujours très souvent détecté. Bon, comme les symptômes sont quand même assez proches de la cystite avec germe et aussi que c'est une évolution, cette pathologie qui malheureusement ne se guérit pas, c'est une évolution qui se fait dans le temps. Donc les symptômes au départ sont peu précis, peuvent évoquer une cystite avec germe et puis ils vont évoluer et voilà. Donc c'est pas toujours simple et si malheureusement on ne fait pas, toutes les investigations qui vont permettre de savoir si l'inflammation est due à des bactéries ou non, eh bien peut-être que quelquefois, ces cystites sont traitées comme s'il s'agissait de cystites avec germe alors que ce sont des cystites sans germe. Donc les symptômes un symptôme qui est présenté comme une sensation de brûlure avant la miction, puis soulagement par l'évacuation d'urine, puis la douleur revient, c'est un symptôme qui est quand même un petit peu différent du symptôme classique de la cystite avec germe, mais il y a une espèce de flou au départ dans la présentation des symptômes. Et donc ce problème qui est certainement sous-estimé, est détecté quelquefois au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc cette cystite sans germe, on l'appelle la cystite interstitielle ou aussi un autre terme, la cystite à urine claire. À l'officine, nous avons bien sûr le reflet de ce qui se passe dans la prise en charge actuelle de ces cystites. Alors je parle là des cystites avec germes. Donc germes, bactéries. La bactérie la principale fautive, c'est Escherichia coli. Il y a d'autres bactéries qui peuvent aussi provoquer des cystites avec germes, mais en général, c'est Escherichia coli qui est retrouvé. Donc c'est un problème infectieux qui est quand même assez fréquent, même très fréquent, et qui va occasionner un grand nombre de prescriptions d'antibiotiques. Et bien sûr, comme toute prescription importante d'antibiotiques, eh bien, on peut aussi avoir, à un moment donné, des créations de résistance à ces antibiotiques. Alors maintenant, comment est-ce que l'on peut envisager la prise en charge à l'officine, le conseil à l'officine des cystites? Eh bien déjà, il faut essayer d'en savoir le plus possible. Donc ça, on verra ça au fur et à mesure de l'avancée de cet exposé. Donc, on verra les questions à poser, voilà, essayer d'éclaircir un petit peu ces phénomènes pour lesquels on n'a pas toujours une grande visibilité par rapport à la présentation en fait des symptômes. Alors déjà, il y a des choses aussi à savoir, c'est que il y a des personnes à qui on ne pourra pas, ce ne sera pas de notre domaine de faire un conseil pour ce sujet-là. Donc
c'est dans un premier temps les enfants, hein. Il arrive, à l'officine d'accueillir des parents avec des enfants des jeunes enfants qui présentent ces symptômes-là. Alors évidemment, bien sûr, nous n'avons pas du tout à prendre en charge ces enfants et donc il faut suggérer le plus rapidement possible un ECBU et puis bien sûr les orienter rapidement vers un médecin. Chez les adultes aussi, certains adultes, il faudra aussi, tenir compte de fragilité et on ne pourra pas conseiller à tous les adultes une prise en charge pour ce problème. Alors, ce sont des adultes qui présentent des risques de complications, des adultes fragiles avec risque de complications. Donc, vous avez une liste qui est établie, officielle, on va dire, de facteurs de risque de complications. Donc, on va les voir ensemble. Donc, la grossesse, c'est sûr qu'une femme enceinte doit être dirigée vers un médecin. Le sexe masculin, on a vu donc pour des questions d'anatomie que les cystites sont principalement les femmes, ce sont les femmes qui en subissent. Et donc, lorsqu'un homme présente des symptômes de cystite, en fait, eh bien, c'est souvent en rapport avec un problème de prostate, hein. Donc là, bien sûr, il faut le diriger vers le médecin. Un facteur de risque est bien sûr toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, hein, ça va de soi, une insuffisance rénale sévère, bien sûr, une immunodépression grave. Toute personne plus âgée donc à partir de 75 ans, mais aussi est considérée comme une personne plus fragile. Donc là aussi, il faut les orienter vers un médecin. Et puis, des personnes qui ont entre 65 et 75 ans, qui, par certains tableaux cliniques qui décrivent ce qu'on appelle les critères de Fred, donc qui ont pu avoir une perte de poids volontaire au cours de la dernière année, qui ont une vitesse de marche lente, qui ont une faible endurance, une faiblesse, une fatigue, une activité physique réduite, eh bien ces personnes aussi, à partir de 65 ans qui présentent ce genre de tableau, eh bien en fait, c'est des gens aussi qui sont fragilisés quelque part. Donc là aussi, ces personnes-là, on les dirigera vers le médecin. Le diabète de type 1 ou de type 2 n'est pas considéré comme un facteur de risque de complications. Donc nous avons vu déjà un certain nombre de personnes qu'il faudra orienter vers un autre thérapeute. Et puis aussi, eh bien, il y a une question qu'il faut absolument poser. Donc à une personne qui se présente à l'officine et qui vous décrit des symptômes de cystite, est-ce que vous avez des douleurs aux reins ou au niveau des reins ou est-ce que vous avez de la fièvre? Même les 2 symptômes, donc là, bien sûr, là aussi, il faut orienter la personne vers le médecin. On peut exposer à une pyélonéphrite, donc évidemment, ça n'est pas de notre compétence. Donc à l'officine, la prise en charge à l'officine, eh bien, nous aurons quand même notre rôle, donc dans la prévention et puis aussi on verra dans différents cas, hein, au fur et à mesure des cas comptoirs, ça peut aussi peut-être amener à diminuer l'abondance de prescriptions d'antibiotiques. Mais il faudra bien sûr, s'entourer de toutes les précautions, poser toutes les questions utiles avant le conseil. Alors nous avons des outils aussi, qui sont une aide à essayer d'y voir un petit peu plus clair. Les bandelettes que l'on peut, nous, avoir en officine et donc proposer l'utilisation de bandelettes. Donc ces bandelettes vont permettre voilà, de confirmer soit une infection, hein, soit d'infirmer une infection. Donc déjà, c'est un point qui est important. Voilà, donc après, il faut pouvoir les proposer. Il faut que la personne aussi accepte de les utiliser. Et puis, eh bien, évidemment, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est le CBU, hein, qui lui permet de complètement clarifier les choses. Alors actuellement, dans la prise en charge par le prescripteur, sur une cystite simple, hein, donc bien sûr sans risque de complications et sans comment
de symptômes comme fièvre ou douleur au niveau des reins, donc quelque chose de simple. Le thérapeute, a priori, devrait pouvoir proposer l'utilisation de la bandelette et ensuite, en fonction du résultat, va prescrire ou ne pas prescrire un antibiotique. Voilà, donc actuellement, vous savez, hein, l'antibiotique de choix, c'est la phosphomycine, Monuril. Donc voilà, il peut être prescrit simplement après utilisation de la bandelette et simplement en ayant confirmé la présence de germes, en fait, d'une infection. Le CBU, donc, n'est pas systématiquement proposé. Alors c'est vrai que vous voyez, c'est ça un petit peu, je trouve, la difficulté du conseil pour ce sujet, c'est qu'on va quand même un petit peu, voilà, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas réellement, donc il faudrait, je trouve, qu'on puisse davantage pouvoir utiliser ces outils. Bon, la bandelette, on peut la proposer, le CBU, ben, éventuellement le suggérer, mais c'est pas simple parce qu'il faut faire le prélèvement d'urine, il faut amener le flacon au labo et puis voilà, c'est une démarche et puis s'il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de remboursement, ça peut paraître un petit peu compliqué pour certaines personnes et je trouve que c'est un peu là que le bas blesse. Alors en officine, les outils dont on dispose pour notre conseil. S'il y a un conseil qu'il faut absolument prodiguer lorsque nous accueillons une personne qui décrit les symptômes d'une cystite, alors simple, hein, bien sûr, eh bien, dans un premier temps, il faut lui suggérer de boire d'une façon abondante. Et en fait, le fait pour quelque chose qui arrive, comme ça, un épisode qui arrive, eh bien, en fait, le fait de boire beaucoup, 1,5 litre, 2 litres, ça peut enrayer le problème rapidement. Donc c'est vraiment un 1er geste de base, on va dire, quand on a, une présentation de tels symptômes. Donc les plantes diurétiques, bien sûr, vont être très utiles. Et puis nous verrons dans certains cas, on peut utiliser des plantes antiseptiques. Nous parlerons aussi d'utilisation d'huile essentielle et puis nous parlerons aussi d'une plante que vous connaissez bien, le cranberry ou la canneberge à gros fruits et nous verrons des petits plus pour notre conseil. Pour ce qui est plantes, eh bien, nous parlerons de la piloselle, de l'orthosiphon, de la busserole, de la ou des bruyères, de la canneberge et nous parlerons d'huile essentielle. Donc, nous commencerons par les plantes diurétiques. Donc, je vous en cite 2, la piloselle et l'orthosiphon. La piloselle, une plante dont on va utiliser la plante entière, eh bien, c'est une plante qui est diurétique. Je vous cite d'autres propriétés, bactériostatiques, cholérétiques, mais nous allons retenir pour ce soir cette propriété de diurétique. Une autre plante, l'orthosiphon, dont on utilise la feuille, là aussi, c'est une plante diurétique, je souligne aussi intéressante dans le syndrome métabolique, mais de même, nous allons retenir aujourd'hui cette propriété de diurétique, donc de plantes qui vont pouvoir augmenter la diurèse. Des plantes antiseptiques, donc vous connaissez certainement tous la busserole et les bruyères, qui sont considérées comme des plantes antiseptiques. La busserole, dont on utilise la feuille, est considérée comme antiseptique par la présence dans cette feuille d'une molécule qui s'appelle l'arbutoside. Donc c'est un phénol simple, c'est un hétéroside, et en fait, ça n'est pas la molécule active. Cet arbutoside qui est présent donc dans la feuille de busserole, donc va être ingéré, et une fois que le produit, l'extrait, sera parvenu au niveau du système digestif, eh bien, c'est les bactéries de notre microbiote intestinal qui vont faire le travail et qui vont transformer cet arbutoside en une autre molécule qui s'appelle l'hydroquinone. Et c'est l'hydroquinone qui est active. Alors, cette hydroquinone a été utilisée pendant quelques années dans des préparations, pour d'autres indications, donc dans des préparations de pommades, de crèmes à visée éclaircissante. Et puis, des travaux ont montré que cette hydroquinone
à long terme pouvaient être toxiques. Donc du coup, ces préparations pour éclaircir la peau ont été, abandonnées et puis, eh ben, ce qu'il faut retenir, c'est que donc cette busserole, avec cette possibilité donc de cette transformation en hydroquinone de l'arbutoside, eh bien, en fait, c'est une plante qui, prise sur un temps court, ne pose aucun problème, mais ça sera une plante absolument à ne pas utiliser à long terme. Donc, des traitements courts, quelques jours, éventuellement renouvelés plusieurs fois dans l'année, mais tout, voilà, jamais en continu. Alors évidemment, une contre-indication, beaucoup de choses sont contre-indiquées chez la femme enceinte, mais encore d'autant plus cette busserole, complètement contre-indiquée chez la femme enceinte. Les bruyères. Donc, vous avez différents types de bruyères. Donc, la Calluna vulgaris, c'est la callune vulgaire, et Erica cinerea, c'est la bruyère cendrée. Donc, ces deux bruyères sont très proches en composition chimique, c'est pour ça qu'on les associe. Et donc, on va utiliser les sommités fleuries. Donc, ces bruyères sont considérées comme antiseptiques parce qu'elles contiennent aussi, comme la busserole, de l'arbutoside, mais en fait en faible quantité. Donc, c'est pas comparable en matière, en puissance antiseptique. Ces plantes, bruyères et busserolles, ne sont pas comparables. Hein, voilà. Bon, mais de même, quand même, le fait de contenir de l'arbutoside les font rentrer quand même dans la famille des plantes antiseptiques. Elles ont d'autres propriétés intéressantes. Elles sont anti-inflammatoires, et aussi drainantes. Des huiles essentielles. Donc, nous verrons que nous pouvons aussi avoir recours, dans certains cas, à des plantes avec des propriétés anti-infectieuses, antibactériennes marquées, qui vont pouvoir justement être intéressantes pour cette propriété. Et donc, je vous cite quelques huiles essentielles. Donc, la cannelle de Ceylan. Alors, attention pour la cannelle de Ceylan, à partir de quelle partie de la plante est fabriquée l'huile essentielle. Donc, si vous avez une huile essentielle de cannelle de Ceylan faite à partir de l'écorce, cette huile va contenir majoritairement une molécule, un aldéhyde, le cinnamaldéhyde, qui est un puissant anti-infectieux. Si vous utilisez pour l'huile essentielle de cannelle la feuille pour la fabrication de cette huile, eh bien, vous aurez une composition différente d'huile essentielle. Et là, nous aurons une huile qui est riche principalement en un phénol qui est le génol. Le thym. Les huiles essentielles de thym aussi, il y a différents chémotypes. Et si vous utilisez le thym à thymol, donc chémotype thymol, c'est une huile essentielle qui va être particulièrement riche aussi en un phénol qui est le thymol. L'amande poivrée. L'amande poivrée contient un alcool, le menthol, qui est aussi anti-infectieux, pas aussi puissant que le thymol, que le génol ou que l'aldéhyde cinnamique, mais bon, qui a quand même aussi un intérêt à ce niveau-là. Et vont s'ajouter pour la menthe d'autres propriétés par la présence aussi du menthol, mais aussi d'une cétone qui est la menthone, et d'un ester qui est l'acétate menthyle. Eh bien, ces trois molécules sont en plus antispasmodiques, donc tout à fait intéressantes dans le cas aujourd'hui qui nous intéresse. L'huile de citron. On va pouvoir accompagner ces huiles parce qu'une huile qui est riche en phénol, là c'est toujours pareil, si ça serait pour un traitement au long cours, pourrait être hépatotoxique, mais bien sûr sur un traitement de quelques jours, ça ne pose pas le même problème. Mais quand même, on va associer du citron qui va pouvoir contrebalancer cette éventuelle hépatotoxicité. Et puis, nous pouvons envisager d'utiliser une huile essentielle pour une propriété autre, une propriété antispasmodique. Donc, nous verrons l'utilisation intéressante du petit grain bigaradier. Donc, c'est une huile très antispasmodique. Alors, en aromathérapie, ce terme est plus large qu'en allopathie. Antispasmodique, on va parler de spasme, là, simplement mécanique, cet effet de spasme au niveau du bas-ventre qu'on peut ressentir, mais aussi les spasmes nerveux. Donc, recouvre aussi un peu ce côté un peu
plus anxieux, qui aussi, eh bien, lorsqu'on est, on est comme ça soumis à ce type de spasme, il y a aussi une petite anxiété qui peut se créer, un petit stress. Donc en fait, cette huile va pouvoir cibler 2 choses différentes par ce côté antispasmodique. Une plante que vous aussi devez connaître certainement très bien, c'est le cranberry ou la canneberge à gros fruits. Donc c'est une plante dont on utilise la baie. Cette plante est riche en principes actifs, les PAC, qui sont des protoanthocyanidol, donc qui sont des tanins. Et cette canneberge a une propriété très particulière. Vous savez que donc certaines femmes, on sait maintenant que ce sont surtout des femmes qui sont victimes de ces bactéries qui vont coloniser la vessie. Il y a certaines femmes on a parlé des cystites récidivantes. Pour quelles raisons? Et en fait, les bactéries qui sont éliminées même par un traitement antibiotique, eh bien, certaines ne vont pas être éliminées, elles sont un peu plus malignes que les autres et elles vont trouver un moyen de rester sur place. Donc, elles vont pouvoir, grâce à certaines de leurs substances, adhérer à la paroi de la vessie, créer un biofilm qui va être une espèce de bouclier, une protection, et elles vont rester là et attendre que une perturbation va permettre de nouveau à ces bactéries de coloniser la vessie. Voilà. Et en fait, cette canneberge, par la présence donc, de ces tanins, eh bien, rend beaucoup plus difficile aux bactéries ce fait de rester et de créer un biofilm pour rester dans cet organe, la vessie. Alors tout de suite, quelques contre-indications présentées pour cette canneberge. J'ai aussi une question à poser quand on a envie de le conseiller. Des travaux ont été faits sur la canneberge et la warfarine. Vous savez, c'est le principe actif de la coumadine et bon, ça pourrait avoir un impact. C'est pas vraiment flagrant, mais par précaution, on ne proposera pas au long cours du cranberry si personne prend des antivitamines K. La canneberge est une plante qui va avoir une propriété particulière qui va acidifier les urines. Et en fait, en cas de lithiase rénale oxalique, eh bien, le fait comme ça d'avoir cette plante qui peut acidifier les urines peut amplifier ce phénomène. Donc, s'il y a lithiase rénale oxalique, on évitera la canneberge. Et puis, la cystite interstitielle, c'est pareil, cette pathologie, eh bien, en fait, si la personne ingère des aliments acides, eh bien aussi le phénomène est amplifié. Alors, vous me direz, mais de quoi elle nous parle? La canneberge, c'est pour éviter que les bactéries adhèrent à la muqueuse, à la paroi de la vessie. Et la cystite, il n'y a pas de germe. Ben oui, mais je vous expliquais que quelquefois, ce diagnostic n'est pas toujours fait dans les temps et peut-être que quelquefois des personnes sont traitées comme si elles avaient une cystite avec germe, alors que finalement elles ont une cystite sans germe. Voilà. Donc la canneberge pourrait être proposée, mais ça ne serait pas du tout judicieux. Un petit plus, vous savez, chez certaines personnes âgées, malheureusement incontinentes, eh bien, il peut y avoir se poser ce problème de l'odeur, de l'urine qui se dégrade. Eh bien, la canneberge a cette propriété de désodoriser les urines, donc peut être intéressante pour cette personne âgée. Et puis les petits plus, bien sûr concernant les cystites à germes, principalement, avec bactéries, eh bien, tous ces renforts de l'immunité, un minéral comme le zinc, la vitamine D, l'échinacée, l'extrait de pépins de pamplemousse, voilà, qui chacun ont le rôle et qui peuvent aussi aider à soutenir l'immunité. Et puis si vous avez assisté depuis le début aux présentations, vous avez compris
pour moi l'importance que revêt la qualité du système digestif, hein. Ça n'a pas pu vous échapper. Donc là aussi, bien sûr, je ne peux pas manquer d'évoquer l'intérêt aussi du renfort du microbiote intestinal et de la muqueuse intestinale avec les probiotiques et la glutamine. Eh bien, voilà, comme je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis merci d'avoir, après une journée d'officine, eh bien, d'avoir consacré 1 heure à Dayang. À très bientôt et bonne fin de soirée.